Donc, on va s'attaquer à la troisième séquence, le « Où peut-on lire le récit constitutionnel ?» Et donc là encore, pluralité des points de vue, depuis l'anthropologie à la philosophie, en passant par l'économie et l'anthropologie à nouveau, visiblement. Donc je vais donner la parole tout de suite à Marc Abélès, qui est anthropologue et directeur d'études à l'école d'études en sciences sociales, qui va nous parler de « C'est constitué en s'assemblant, les cas des Sokolos d'Éthiopie méridionale ». Merci. Merci de votre invitation. Je ne suis pas du tout constitutionnaliste et donc je vais parler en fait de pratiques qui sont des pratiques politiques. Et la question est de savoir si effectivement elles mettent en jeu ou non la notion de constitution. Si cette idée de constitution, il y a un... Oui, aussi cette idée de constitution prend sens, disons, par rapport à cette société dans laquelle j'ai travaillé il y a un certain nombre d'années et dont je vais parler du système politique traditionnel. Il s'agit effectivement des Ocholos du sud de l'Éthiopie. C'est une ethnie qui regroupe à peu près 8000 personnes et qui fait partie d'un groupe d'ethnies qu'on appelle les Gamos, qui se situe donc dans une série de montagnes au sud-ouest de l'Éthiopie. Et compris, on a affaire en fait à peu près 500 000 personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il s'agisse de sociétés assez différenciées, le système politique va être à peu près récurrent dans toutes ces entités. C'est d'ailleurs un des points qui est intéressant, c'est la manière dont ces sociétés ont pu garder leur indépendance et apparaître en fait comme un ensemble de variantes d'un système plus large que historiquement ceux qui ont étudié avant moi et avant d'autres anthropologues ont qualifié de manière très différente que plus tard nous n'avons pu le faire. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que cette entité des Mongamos, cet ensemble de sociétés, est régi par ce que justement certains, et c'est là qu'on voit que la confusion arrive très vite quand on emploie certains termes, comme par exemple la notion de monarchie ou la notion de démocratie. Il y avait toute une théorie sur ces sociétés qui étaient liées à des travaux qui avaient été accomplis par des Autrichiens et des Allemands, et des chercheurs, dans les années 50 et au début des années 60. Et ces chercheurs avaient lui montrer qu'en fait, on avait là un modèle qu'ils appelaient modèle de la royauté sacrée, et que ce modèle de la royauté sacrée avait été exporté à partir des royautés égyptiennes. Une hypothèse diffusionniste, comme on dit, et qui en fait partait du principe qu'il ne pouvait pas y avoir de société sans un gouvernement fort, et qu'il y avait toujours à la tête de ces sociétés des hiérarchies, et qu'à la tête des hiérarchies, il y avait une personne, il y avait un être qui était un être doté de sacralité, justement, et qui était donc le roi, et donc c'était décrit comme un ensemble de royautés. Et en fait, on a refait un certain nombre d'enquêtes à peu près à la même époque, avec en particulier deux de mes collègues, Dan Sperber et Jacques Bureau. On a travaillé sur des sociétés différentes, mais à peu près à la même époque, et on s'est aperçu qu'en réalité, il n'y avait absolument pas de monarchie, et que si quelque chose pouvait correspondre au fonctionnement de ces systèmes, c'était plutôt un modèle, on dirait, démocratique. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact, et je vais essayer de m'expliquer à ce sujet. D'une part, justement, il n'y a pas de constitution au sens où ce sont des sociétés sans écriture, et il n'y a pas de formalisation de règles qui soient recueillies, disons, dans un corpus à partir desquels on puisse dire, effectivement, ça fonctionne de telle et telle manière. En fait, ce que nous voyons, nous observons, ce sont des assemblées, c'est-à-dire ce sont des sociétés où tout fonctionne autour de l'assemblée. Alors après, vous me demanderez, est-ce que
quand on dit assemblée, évidemment, on dit tout de suite démocratie. Mais je ne suis pas sûr, et je vais expliquer aussi pourquoi. Ce sont des assemblées, alors je vais donner un exemple à propos de ce que j'ai pu observer à Otcholo. Donc à Otcholo, si vous voulez, la société est divisée en... C'est donc un territoire qui se situe sur un piton rocheux à environ 1800 mètres d'altitude. Et c'est une société extrêmement densément peuplée, le territoire est très densément peuplé, et divisé en 4 quartiers. Et dans chacun des quartiers, une assemblée gère le fonctionnement du quartier. Et le quartier lui-même est divisé en sous-districts, et chaque sous-district est géré par une assemblée. Et puis, tout en haut du rocher se trouve, je dirais, l'assemblée générale, qui regroupe en fait toute la population des Otcholo, en tout cas tous les citoyens. Là aussi, je vais m'expliquer sur le terrain. Donc, si vous voulez, quand un problème peut être réglé au niveau du sous-district, on le règle au niveau du sous-district, on discute, on arrive à s'entendre, et si on n'arrive pas à s'entendre, on refait d'autres assemblées. Et puis, si on n'arrive pas à régler à ce niveau-là, on passe au niveau du quartier, et pareil, si jamais on ne peut pas régler au niveau du quartier, ou s'il s'agit d'un thème qui dépasse complètement ce niveau, à ce moment-là, il y aura des assemblées qui se situeront tout en haut du rocher sur une place qu'on appelle le Vétéran. Et la tenue des assemblées est quelque chose de très très fréquent. On a plusieurs chaque semaine, et une grande partie de l'activité des hommes est consacrée et dédiée à l'assemblée. Donc voilà, donc je ne vois pas, moi, en arrivant là-dedans et en commençant à faire cette enquête, qui a duré quand même un certain temps, je ne rencontre pas de roi, alors que je lisais un texte de Straube, un Autrichien, qui décrivait une royauté à Otcholo, que je n'ai jamais découverte. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait toute une série de titres, des titres de dignitaires et des titres de sacrificateurs. Et ça, c'est l'autre aspect de l'organisation de ces Otcholo. Vous voulez, c'est que le fait qu'il y ait des assemblées n'implique pas qu'il n'y ait pas un certain type de hiérarchie. Et si vous voulez, les dignitaires, ce sont des gens qui ont un certain rôle dans l'Assemblée et qui candidatent en quelque sorte pour obtenir ce titre de dignitaire. Ça s'appelle les halakha. Donc pour devenir halakha, il faut en fait distribuer, il faut redistribuer, il faut donner des fêtes, il faut inviter un maximum de gens et il faut donc dépenser pratiquement tout son avoir, qu'il s'agisse en général de ce qui advient des récoltes ou bien effectivement parfois aussi un peu de numéraire, mais il y en a très peu qui circulent en tout cas à ce moment-là. Donc cette dépense assure la possibilité d'obtenir ce titre et d'obtenir un certain nombre des symboles qui s'accordent à ce titre, à savoir le fait de porter du beurre dans les cheveux, le fait d'avoir un bâton, le fait d'avoir un collier, etc. Donc il y a un certain nombre de symboles par lesquels on reconnaît immédiatement, et on sent, je veux dire, parce que le beurre ça sent pas très bon, le beurre pense dans les cheveux, donc c'est comme ça qu'on reconnaît le dignitaire. Et le rôle du dignitaire, c'est en fait de convoquer les assemblées et de faire l'ouverture des assemblées. Et ensuite, une fois que les gens ont parlé, de prendre note, en quelque sorte, de toutes les décisions, toutes les délibérations qui ont été prises pendant l'Assemblée. Alors, il y a toutes sortes de rituels de convocation d'Assemblée, qui sont des rituels justement liés à l'espace, des parcours autour du quartier ou des parcours autour du territoire pour donc annoncer aux gens que l'Assemblée va avoir lieu. Et puis il y a aussi des rituels qui sont destinés à bénir l'Assemblée avec un certain nombre de formules, etc. Tout ça est très formalisé. Par ailleurs, à l'Assemblée siègent également les sacrificateurs. Mais alors que les dignitaires, sont des gens qui ont donné pour obtenir ce titre, qu'ils ne vont pas garder en fait toute leur vie, les sacrificateurs obtiennent leur titre de manière héréditaire et ils ont des aires territoriales sur lesquelles ils tuent des animaux. Et
et dans lesquels ils font un certain nombre de rituels sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais que j'avais effectivement étudiés. Et puis en même temps, ils assistent quand même à l'Assemblée. Mais à la différence des dignitaires, les sacrificateurs n'ont pas le droit de parler, sauf si se produit du désordre, et si l'Assemblée dégénère un peu, alors ce sont les dignitaires qui se lèvent, les sacrificateurs qui se lèvent et qui demandent le silence. Et tout cela est aussi codé sur le plan, disons, de l'espace, dans la mesure où les sacrificateurs, les dignitaires s'assiedent sur certaines pierres. Et là aussi, il y a tout un travail, en fait, pas architectural, mais enfin un travail de mise en scène, en fait, de l'Assemblée, de matérialisation des différents privilèges, je dirais, à l'intérieur de l'Assemblée, et puis tout le reste des citoyens qui intervient en tant que de besoin. Et quand vous regardez une assemblée, quand vous y participez, vous voyez que les choses ne sont pas également réparties, dans la mesure où, effectivement, on peut dire que les dignitaires n'ont pas un rôle oppressant par rapport à l'assemblée. On les appelle les messagers, d'ailleurs, et leur rôle, c'est effectivement de porter le message d'une assemblée. Donc, ils peuvent intervenir plus ou moins habilement dans le déroulement, mais ils n'ont pas un privilège particulier, de même que les sacrificateurs. Par contre, ce qui est intéressant à constater, c'est que l'Assemblée, elle a un rôle aussi d'exclusion. C'est-à-dire que, et c'est là que le mot démocratie, je ne sais pas si on peut l'employer, les potiers et les ténors, donc, qui sont considérés comme des castes inférieures, n'ont pas accès à ces assemblées. Et puis par ailleurs, les femmes sont dans une situation un peu ambivalente, dans la mesure où les femmes peuvent, si elles ont vraiment quelque chose à dire, s'approcher de la place d'Assemblée et se situant juste à l'extérieur de la place, parler et interpeller l'Assemblée. Donc elles ont un certain droit de parole. Mais elles ne sont pas considérées néanmoins comme les autres citoyens. Ces choses d'ailleurs ont changé, puisque quand il y a eu la révolution éthiopienne, les assemblées ont continué à fonctionner et on a réintégré en fait les potiers, les ténors et les femmes. Donc on a complètement modifié à ce moment-là le système. Mais dans le système traditionnel, il y avait ces sortes de discriminations qui existaient. Et alors, si on se pose la question de la Constitution, la réponse, elle serait la suivante, c'est qu'il y a un concept chez les Ocholo qui est le concept de Woga, W-O-G-A. Et ce concept de Woga recouvre en fait l'idée qu'il y a une loi, et peut-être ça pourrait s'apparenter, parce que c'est cette loi qui distribue en fait les pouvoirs, et c'est cette loi qui indique ce qu'il est bon et pas bon de faire. Et en fait, il y a deux concepts qui jouent pratiquement ensemble en permanence, c'est le concept de Woga et le concept de vérité. De Tsilo, c'est le mot pour la vérité, et Wordo, c'est le mot pour le mensonge. Et il y a en permanence, dans l'Assemblée, des questionnements pour savoir si ce qui est dit est vrai ou faux, et si ce qui est proposé est conforme au Woga, conforme à la loi. Donc c'est ça un petit peu les boussoles avec lesquelles on fonctionne, sachant que l'argumentation se fait dans une rhétorique, disons, qui est spécifique à l'Assemblée et qui n'est pas exactement la même que le langage usuel, si vous voulez. Dans la mesure où, dans l'argumentation, il y a certaines formules qui reviennent, du type Ocholo est Ocholo, et on commence son discours comme ça, il y a comme ça un certain nombre de choses qui s'est dit. Et puis, il y a sans arrêt des références à des pratiques antérieures, ou à des événements antérieurs, ou à des personnages antérieurs qui sont instillés en quelque sorte dans le discours des orateurs. Donc on vit avec ce poids du passé, ce poids, alors vous allez me dire c'est peut-être une sorte de jurisprudence, je ne saurais pas dire exactement, parce que moi j'ai travaillé beaucoup plus tardivement sur l'Assemblée nationale à Paris, et l'Assemblée nationale fonctionne beaucoup avec de la jurisprudence, parce qu'on a toujours ce qu'on appelle les précédents. Elle fonctionne sans arrêt en rapport dès qu'il y a un problème à l'Assemblée, un amendement qui fait problème en dehors des questions purement politiciennes, disons. Il y a toute la question de savoir comment on produit de la loi, comment on fait quelque chose qui puisse avoir une légitimité, et pour ce faire, il y a tout le temps
des procès en illégitimité dans la discussion. Là, je parle de l'Assemblée nationale à Paris. Et pour essayer de reprendre le contrôle des choses, la présidence de l'Assemblée ne cesse de faire appel justement à l'idée qu'il y a des précédents qui montrent qu'à un certain moment, par exemple, un orateur veut couper la parole, etc. On lui dit non, c'est pas. Et là, s'il proteste et qu'il veut absolument prendre la parole, on peut à ce moment-là se référer à un précédent, comme quoi il y a, ça j'ai assisté à des scènes assez drôles, en 1920, il y a eu un précédent parce que Léon Blum a interpellé quelqu'un et on lui a coupé la parole et finalement il a protesté et finalement il a pu parler, donc on peut penser que, etc. etc. Et c'est tout le temps, ça c'est l'activité juridictionnelle, en quelque sorte, de cette assemblée. Et il me semble qu'on va retrouver de manière assez proche, en fait, des procédés chez les Ocholos. En fait, après tout, moi quand je travaillais chez les Ocholos et tout, c'était à peu près tout ça, ça participe de la même époque du monde. C'est ça qui est assez curieux, c'est-à-dire que quand on dit un système traditionnel, en fin de compte, on est dans une certaine mesure, on est dans un même présent. Et avec justement des comportements et des références qui ont toujours pour objet de renvoyer à quelque chose qui est cette idée de woga qui est thématisée par les Ocholos, là je parle des Ocholos, comme l'idée du woga. Et pour moi, c'est à ce moment-là, peut-être, il y a deux moments en fait, dans lesquels on pourrait parler de constitution à propos de cette société. C'est le moment où on se constitue en assemblée, c'est un moment qu'on réactive à chaque fois, parce que chaque fois on refait une assemblée, et c'est ça, c'est le régime, il vit comme ça, mais en même temps, il a sa propre mémoire, donc à ce moment-là, il se réactive aussi par rapport à tous ces incidents et par rapport à ce que peut faire jurisprudence. Et puis, l'autre aspect, c'est l'idée que tout cela porte en soi une certaine vérité. Les Ocholos et les sociétés environnantes, d'ailleurs, sont très attachés à cette idée d'une vérité. Et d'ailleurs, si jamais il y a une très forte contestation à propos d'une intervention et qu'on la met en doute, le personnage qui est concerné, la personne qui est concernée, il va faire une sorte de rituel qu'on appelle le chaco, c'est-à-dire qu'il va faire un serment et il va jurer qu'il dit la vérité. Si jamais vous interpellez quelqu'un et vous lui dites Wardo, à ce moment-là, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que ça remet en cause en fait tout ce qui a pu être dit et tout ce qui renvoie même aux règles de fonctionnement de la société. Je prends un autre exemple. Bien des années plus tard, je suis revenu à Cholo et j'ai entendu des vieillards qui étaient les rares qui étaient survivants de la période à laquelle j'avais assisté et qui parlaient à des jeunes gens et qui leur racontaient quelque chose qui m'a paru complètement faux sur le fonctionnement des assemblées. Alors j'ai protesté et j'ai employé le mot Wardo. Et à ce moment-là, ça a fait vraiment une réaction assez violente, c'était une remise en cause assez violente. Et après, il y en a eu toute une discussion qui était assez intéressante, c'est-à-dire que moi, ils m'ont dit comment tu peux dire des choses pareilles, et les jeunes m'ont dit comment tu peux dire sur les aînés, comment tu peux les prendre comme ça, presque les agresser. Et moi, j'ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai tout noté à une certaine époque de ce qui se passait, et j'ai écrit un livre. Donc j'ai un corpus où j'ai tout inscrit. Et donc en fait, c'est le seul témoignage, effectivement, écrit qui existe. Et là, les anciens ont dit, oui, tu as raison. Ils ont dit aux jeunes, taisez-vous, ne vous énervez pas. Tu as raison parce que tu l'as écrit, et il y a même des photos, mais c'est surtout le fait que tu aies écrit et tu as raconté ça, on n'a jamais pu le faire. Et c'est vrai que là, il y avait toute une question de savoir si par rapport aux paroles qu'ils pouvaient émettre à ce moment-là, le fait que j'avais écrit ces lignes était plus valable que ces paroles prononcées. Et ils ont dit, oui, nos paroles, enfin en gros, nos paroles s'envolent, nous racontons des choses, nous-mêmes nous oublions des choses, mais ce qui est écrit, et ce qui est écrit, c'est la vérité. Et si vous lisez son livre, ceux qui sauront lire, vous pourrez trouver le woga, justement, dans ce livre. Je ne fais pas ma publicité par rapport aux autres choses, mais je vais dire par là que voilà comment, et ça cadrait complètement avec l'idée qu'il
n'y avait pas de, je veux dire, il y avait pas de discontinuité entre leur pratique et leur rapport à la parole, disons, et puis le fait qu'on puisse écrire et qu'on puisse enregistrer de manière assez fidèle, espérons-le, les pratiques qui avaient été leurs durant ces époques, et qui étaient encore d'ailleurs en grande partie les leurs. Donc c'est pour dire qu'au fond, dans cette affaire de constitution, je pense qu'il y a une conscience, en tout cas aiguë, que les choses sont cadrées, les choses sont relativement formalisées, et tout en préservant une sorte de liberté et de flexibilité permanente qu'on va trouver, c'est le dernier terme, je ne vais pas m'attarder là, mais le dernier terme, c'est le terme de récit. Et c'est vrai que si vous... Je réfléchissais à propos, là ça m'est venu vraiment en réfléchissant, j'avais jamais pensé vraiment à ça, mais en préparant cette séance, je me suis rendu compte à quel point ces assemblées fonctionnaient par des récits. On n'arrête pas en fait de raconter des choses qui se sont passées, c'est-à-dire qu'on parle de choses très précises, je sais pas, il peut y avoir des choses qui relèvent, disons, d'un jugement, un litige entre deux personnes qu'on va juger dans l'Assemblée, etc. Il y a beaucoup de choses de ce genre, certaines décisions qu'on va prendre en commun, mais il y a toujours en même temps une référence et on raconte quelque chose qui s'est passé et on a plaisir en fait. Les assemblées sont très longues, on passe beaucoup de temps dans les assemblées, d'autant que le système n'implique pas qu'il y ait un vote au sens traditionnel du terme, puisqu'on ne compte jamais les voix. Et la notion de voix n'existe pas. Donc la seule notion qui existe, c'est la notion d'unanimité. Donc tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, on continue. Et si jamais, finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord, ça peut durer une journée, on remet ça un peu plus tard. Et j'ai assisté comme ça à des assemblées à rallonge, et tout le monde le vivait de façon agréable. Bon, il y avait de temps en temps des tensions et tout, mais de façon agréable, du fait qu'on racontait tout le temps des choses qui renvoyaient à cette histoire de la société. Donc on racontait l'histoire, on se constituait dans un récit. C'est là que je retrouve un peu la thématique. Et voilà, là j'ai absolument fini. C'est tout ce que je voulais dire.